Mesdames et messieurs, bienvenue au Festival Philosophia. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 3e festival et nous avions initialement prévu pour cette conférence Jean-Marie Pelt, lequel Jean-Marie Pelt étant souffrant n'a pu se joindre à nous, et c'est Albert Jacquard qui, au pied levé, a accepté de venir débattre. Isabelle Franck du journal La Vie va présenter, accompagner la conférence. En tous les cas, nous nous réjouissons d'une chose principale, c'est de la venue d'Albert Jacquard à Saint-Émilion. Et face à Albert Jacquard, d'un public nombreux au Festival Philosophia, votre présence nous donne l'énergie pour continuer à œuvrer dans cette belle aventure qui dure depuis 3 ans. Bienvenue à Philosophia et merci Albert Jacquard de nous rejoindre à Saint-Émilion. Bonjour à tous. Donc, pour reprendre sur les propos de Éric Le Collen, je voulais vous remercier tous d'être ici aussi nombreux. Donc, je suis journaliste à l'hebdomadaire La Vie, qui vient de vous être distribué et qui a la joie d'être partenaire depuis 3 ans de ce formidable festival qui pour nous est à la fois une fête de l'esprit et puis aussi quand même du vin, parce qu'à Saint-Émilion on est obligé de parler du vin, et la réunion de la philosophie et du vin est une très très belle idée que nous sommes contents de soutenir dans notre magazine. Cette année, pour traiter le sujet de la du monde, de la mondialisation, des problèmes autour du monde, nous avons interrogé différents philosophes. Vous retrouverez le dossier dans le journal La Vie. Et surtout, nous sommes allés rencontrer Albert Jacquard, qui est un monsieur qui est une grande figure que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, donc je ne vais pas prendre la parole pendant des heures pour vous dire qui il est. Vous avez surtout envie de l'entendre, mais je voulais juste vous rappeler que donc Albert Jacquard au départ est polytechnicien. Il est généticien, donc c'est un scientifique qui est aussi un honnête homme, un homme engagé dans de nombreuses associations. Il s'est beaucoup engagé pour la défense des sans-papiers. Il est président d'honneur du DAL. Il fait partie de différentes associations de défense des victimes. Albert Jacquard est toujours du côté des plus faibles, des opprimés, et il n'hésite pas à aller sur le terrain. Et il m'a confié encore l'autre jour, quand nous nous sommes rencontrés, que ces derniers temps, il était encore allé défendre un terrain pour des gens du voyage. Enfin, vous voyez que nous ne sommes pas face à un philosophe en chambre, si je peux dire, mais vraiment à un homme engagé. Et cet homme engagé est aussi l'auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il développe une pensée originale, puisque à la fois il raisonne toujours en scientifique, et en scientifique qui embrasse le monde de façon globale et véritablement passionnante. Quand je suis allée voir Albert Jacquard pour préparer cette interview et cette conférence, à un moment, je sais plus bien, au cours de la discussion, je lui dis: mais qu'est-ce que vous faites, Albert Jacquard? Et il m'a répondu: moi je refais le monde. Tout simplement. Et je peux vous dire qu'il y va quand même pas par le dos de la cuillère, parce que, en fait, Albert Jacquard nous invite, moi, je pense, à une révolution, une véritable révolution écologique, économique, et surtout, et c'est ça sans doute le plus important, une révolution éthique. Alors, dans son dernier ouvrage, qui est là et qui est en vente certainement dans la salle, il pose la question: le compte à rebours a-t-il commencé? Donc je vais me tourner vers Albert Jacquard et je vais vous demander de quel compte à rebours s'agit-il exactement, et quels sont exactement les moyens que vous préconisez pour que ce compte à rebours ne soit pas un compte à rebours qui nous mène à une catastrophe, comme nous en avons parfois la crainte actuellement face à un monde qui semble un petit peu suspendu au-dessus d'un abîme. Je suis particulièrement heureux d'avoir à discourir à partir d'un texte de Jean-Marie Pelt. Et ce texte est, en quelques mots, dit l'essentiel. La raison du plus faible.
Trop souvent, quand on pense à l'évolution, on imagine que les plus forts ont gagné. Les meilleurs ont été ceux qui ont transmis. Souvent, je me pose la question, parmi mes ancêtres d'il y a 15 ou 20 000 ans, il y en avait de très différents. Il y avait ceux qui avaient des gros bras, qui étaient courageux, qui allaient à la chasse au bison, qui partaient tôt le matin. Et puis il y avait le petit rabougri qui n'était pas très fort et qui restait dans la grotte et qui peignait le fond des grottes. Et je me suis posé la question, mais parmi ces ancêtres à moi, quels sont ceux qui avaient le plus de chances de procréer? Est-ce que c'était les chasseurs qui étaient partis tôt le matin, ou est-ce que c'était le petit rabougri qui était là avec toutes ses cousines? Je pense que la vision de l'évolution doit être revue de ce point de vue-là. Elle doit être revue de nombreuses façons. En effet, actuellement on parle beaucoup de l'évolution. Je crois qu'on peut admettre que ce n'est pas une hypothèse, mais un constat, une évidence qu'il y a eu évolution du monde vivant. Mais cette évolution, quel en a été le moteur? Et Darwin, dont on parle en bien ou en mal selon les cas, Darwin, malheureusement, était capable de nous démontrer ce qui s'est passé au cours de l'évolution, mais il ne pouvait pas nous expliquer le moteur de cette évolution, pour la bonne raison que personne ne le connaissait. Et là, il y a une prise de conscience qu'il faut avoir, c'est la très faible durée au cours de laquelle nous, les hommes, nous avons compris ce que c'était que procréer. En effet, le mot procréation est rarement employé, et on parle par contre beaucoup du processus de la reproduction. Effectivement, au départ de l'histoire de la Terre, c'est la reproduction qui s'est mise en place. La Terre avait de l'ordre de 1 milliard, 1,5 milliard d'années, quand elle avait eu le temps d'un petit peu se refroidir, que les océans étaient sous forme d'eau liquide, et c'est à ce moment-là que sur la Terre, toutes sortes d'événements se sont produits, des créations de molécules nouvelles. Et parmi ces molécules, une molécule que maintenant on enseigne aux enfants, en 5e, je crois, la molécule d'ADN. C'est une molécule parmi d'autres, elle n'est pas mystérieuse, mais elle est capable de se dédoubler, de se cloner. Vous savez, le truc est simple, c'est une molécule sous forme de 2 brins l'un en face de l'autre. De temps en temps, les 2 brins se séparent, chacun reconstitue le brin d'en face, et il y a 2 doubles brins, là où il n'y en avait qu'un. C'est une reproduction. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ce que ces êtres qui sont capables de reproduction vont être capables aussi de lutter contre le temps, contre le rôle destructeur du temps. Et ça s'est produit, ça, disons, il y a plus de 3 milliards d'années. Et pendant des milliards d'années, on a continué à fabriquer des êtres à partir de 1, on en fabriquait 2. Ça s'appelle la reproduction. Ça donne du nombre, mais ça ne fait pas du neuf. Si bien que si, sur la Terre, on avait continué à se reproduire, nous ne serions pas là. Mais heureusement, un événement s'est produit, dont curieusement, personne ne parle, dont les programmes, même de la licence, ne parlent pas. Un événement s'est produit il y a un peu moins d'1 milliard d'années, semble-t-il. Il y a, disons, 900 millions d'années. Voilà que 2 petites bêtes, qui étaient des genres bacilles, le genre des êtres monocellulaires, au lieu de s'y mettre à 1 pour en faire 2, comme ça avait toujours marché, s'y sont mis à 2 pour en faire 1. C'est tellement illogique qu'on comprend que les premiers philosophes aient dit c'est pas possible. Les philosophes grecs ont dit par exemple, apparemment, dans l'espèce humaine, il faut un monsieur et une dame pour faire un enfant. Mais nous, les philosophes, ne nous laissons pas seulement tromper par des apparences. En fait, ça n'est qu'une apparence. Un individu qui naît est un individu indivisible, comme son nom l'indique, et s'il est indivisible, il ne peut pas avoir de source. Par conséquent, dans les espèces sexuées, le bébé qui naît ne peut avoir qu'une source. Le père ou la mère, il faut choisir. Bon, naturellement, on a choisi le père et on a raconté de belles histoires sur le fait que, au fond, les enfants étaient faits par leur père. Puis la mère ne sert qu'à faire cuire le bébé pendant 9 mois. Et même, il y a une très jolie phrase qu'il ne faudrait pas mettre dans une copie de bac pour ceux qui préparent le bac. Une très jolie phrase
je ne sais plus lequel, qui disait, non, j'ai perdu alors, oui, finalement, chacun se disait, il ne peut venir que d'un des deux parents, ça peut être que le père. Et il se trouve que le début de la science a donné raison à ces philosophes ou à ces débuts scientifiques. Ils ont dit, bien sûr, le bébé est tout fait dans les sécrétions du père. Et on a regardé avec un microscope, dès qu'on a pu en disposer, et on a découvert dans le sperme humain et dans le sperme d'autres espèces, on a découvert des petites bêtes qui nageaient à toute vitesse. C'est ce qu'on appelle des spermatozoïdes. Si bien qu'on avait l'idée que le bébé était tout fait dans la tête du spermatozoïde. Il y a eu des images magnifiques qui étaient encore lues dans les bouquins à l'époque de Darwin, au XIXe siècle, des images qui montraient un spermatozoïde avec une grosse tête et à l'intérieur de la tête, un petit bébé tout recroquevillé. Et certains sont allés encore plus loin. On a imaginé à l'époque, et c'est pas si vieux, il y a moins de 2 siècles, on a imaginé qu'il y avait là, présent, sous forme d'un spermatozoïde, non seulement un bébé, mais tous les ancêtres de ce bébé. En effet, cet enfant qui est tout fait dans un spermatozoïde, si c'est une fille, ça n'a pas d'intérêt, mais si c'est un garçon, il est lui-même déjà pourvu de testicules, dans lesquels il y a des spermatozoïdes, dans lesquels il y a des bébés qui eux-mêmes, etc. Et on a appelé ça la théorie de l'emboîtement. Ça nous paraît complètement ridicule et idiot, mais malheureusement, à l'époque de Darwin, on n'était pas allé plus loin. En effet, il y a là un phénomène d'histoire sur lequel on devrait insister, c'est que Darwin a sorti sa théorie magnifique, il l'a sortie en 1859. Oui, il n'y a pas si longtemps. En 1859, il sort son livre sur l'origine des espèces. Mais le malheureux, il est obligé de dire comment ça a pu se produire, cette évolution, et il ignore ce que c'est que faire un enfant. Il savait l'y faire à titre personnel, mais ce qui se passe au moment où on fait un enfant, personne ne l'avait compris. Ça paraissait tellement mystérieux que même un scientifique comme... je n'ai plus son nom maintenant. Bon, un des physiciens qui ont écrit l'encyclopédie, Condorcet. Condorcet écrit quelque part, la procréation est un phénomène tellement mystérieux que jamais la science ne pourra l'expliquer. Eh bien, il avait tort. Maintenant, la science peut l'expliquer, mais au prix d'une transformation radicale de notre représentation de la procréation. En effet, que dit-on maintenant? On dit que pour faire un enfant, il faut effectivement être deux, et que les deux ont la même contribution d'un côté et de l'autre. Par conséquent, toute la compréhension de l'évolution a dû être revue complètement depuis qu'on a compris ce qu'était la procréation. Et qui l'a compris le premier? Eh bien, ça s'est passé en 1865. Je vous rappelle que le livre de Darwin, donc la réflexion de Darwin, c'est 1859. Et c'est 6 ans plus tard que pour la première fois, quelqu'un découvre ce que c'est que procréer. Ce quelqu'un, c'est un moine qui se passionnait pour la procréation, pourquoi pas, mais surtout chez les petits pois. Il s'appelait Mendel, tout le monde en a entendu parler. Et Mendel, avec des histoires de petits pois verts qu'il croise avec des petits pois jaunes, découvre enfin l'essentiel de la procréation. L'important, c'est pas ce que nous imaginons tous en parlant de copulation, etc. Tout ça, c'est des détails techniques. L'important, c'est de comprendre qu'au moment de procréer, chacun des deux géniteurs met dans son jeu le hasard et tire au sort la moitié de ce qu'il avait reçu, et c'est cette moitié qu'il envoie à son descendant. Si bien que la seule façon logique d'expliquer la procréation, mais on en est encore loin, c'est même pas dit dans les bouquins de Sciences Nat maintenant, la seule explication raisonnable, c'est de dire pour procréer, il ne faut pas être 2, c'est très insuffisant, il faut être 4 et même 5. Alors je propose aux jeunes qui sont là de raconter ce soir à leurs parents qu'ils ont appris dans un semblant de lycée, ils ont appris que pour faire un enfant, il ne fallait pas être 2. Mais non, il faut un monsieur, une dame, d'accord, ce sont des comparses. Le monsieur envoie la moitié de ce qu'il avait reçu, la maman en envoie la moitié de ce qu'elle avait reçu, et il fabrique chacun un être intermédiaire
un ovule, un spermatozoïde, qui sont des objets vivants, qui sont des êtres à part entière, et qui font ce qu'ils ont à faire, en particulier, qui jouent avec la loterie. Et finalement, ce qui reste de la procréation, c'est que c'est un événement aléatoire, où le principal rôle est tenu par le hasard, et où interviennent monsieur, madame, mais qui en général pensent à toute autre chose, et puis un ovule, un spermatozoïde, qui sont fabriqués en tirant au sort. Une fois qu'on a compris cela de la procréation, on a fait un pas en avant considérable, mais ça remet en cause tout ce qu'on avait pu dire avant. Et même ce brave Darwin, quelque part, dit « les enfants ressemblent aux parents du simple fait des principes de l'hérédité ». C'est tout ce qu'il peut en dire. Mais il ne sait pas par où ça passe. Il ne pouvait pas le savoir. Il n'a pas d'idée du tout du tirage au sort. Par conséquent, Darwin on doit obligatoirement le repenser complètement, puisque l'essentiel de son processus était mal vu par lui. Il n'avait pas compris. Il ne pouvait pas le comprendre. Il ne voyait aucune attaque contre le darwinisme. Le darwinisme est une chose magnifique, sauf la partie qui explique comment les choses se passent d'une génération à la suivante. Et il a fallu tout repenser. C'est ce qu'on appelle la génétique mathématique, puisqu'il s'agit d'une génétique qui fait intervenir non seulement des individus, mais qui fait intervenir des populations tout entières. Si bien que l'évolution, ce n'est pas un phénomène individuel. L'évolution, c'est un phénomène collectif qui se traite avec des équations qui tiennent en compte essentiellement les phénomènes aléatoires. Alors vous voyez combien on est en présence d'un mécanisme extraordinaire dont on ne sait pas du tout comment il a été mis en place, qui s'est produit il y a 900 millions d'années et qui, depuis, a mis en place des êtres tirés au sort. Quand on tire au sort, on fait n'importe quoi. Et c'est cela qu'il faut dire. C'est bien, je le vois qu'il tire aussitôt son stylo pour noter la phrase clé. Ça y est, hein, il est en train de l'écrire. Quand on procrée, on fait n'importe quoi. C'est ça qu'il va dire. Alors, dis-le à tes parents, mais le dis pas dans la copie du bac. Hein. Ils sont pas au courant. Toujours est-il que vous sentez bien que je le présente de façon pittoresque, mais on est au cœur d'un phénomène essentiel, c'est que procréer, c'est faire quelque chose d'inattendu. À tous les coups, on tire au sort. Et songez par exemple au nombre de spermatozoïdes tous différents que je pourrais fabriquer, que n'importe quel mâle peut fabriquer. On peut disposer de statistiques qui nous montrent qu'en moyenne, on peut disposer d'environ 1000 caractères différents lorsqu'on tire au sort ce que l'on a reçu d'un des deux parents. Par conséquent, quand je fabrique un spermatozoïde, je tire au sort, est-ce que celui-là, je lui envoie A ou je lui envoie B? Celui-là, je lui envoie le résus plus ou le résus moins, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Disons que je fais 1000 fois, pour prendre un chiffre rond, 1000 fois le calcul, une chance sur deux de lui envoyer telle ou telle caractéristique. Le nombre de spermatozoïdes tous différents que je peux faire, c'est donc 2 multiplié par 2, par 2, par 2, 1000 fois. 2 à la puissance 1000. 2 à la puissance 1000, c'est un nombre de 300 chiffres. Imaginez que cette salle qui est grande et qui est magnifique au passage, que dans cette salle, je mette des spermatozoïdes bien serrés, bourrés, l'un contre l'autre. J'en mettrai 10 millions par millimètre cube. Il y a beaucoup de millimètres cubes dans cette salle. Dans chaque millimètre cube, je mets 10 millions de spermatozoïdes. Quand je m'en irai en fermant la porte, ça sera plein. Mais ma collection est beaucoup plus grande que ça. Je posais la question à mes élèves. J'ai posé ma question à mes élèves quand j'étais prof en première année de médecine. Je disais aux garçons, imaginez que vous vouliez mettre dans une valise 1 sur 2 de tous les spermatozoïdes que vous pourriez faire. Le nombre est si grand que ça ne tiendrait pas dans cette salle, ça ne tiendrait pas dans le volume de la Terre, ça ne tiendrait pas dans le volume du cosmos le plus grand possible. Autrement dit, c'est pratiquement l'infini. Si bien que l'invention de la procréation a pour résultat que chaque fois que je fais un spermatozoïde, chaque fois qu'elle fait un ovule, on fait des êtres qui n'ont
encore jamais existé. La probabilité de tomber sur deux fois le même est pratiquement nulle. Donc quand on procrée, encore une fois, on fait n'importe quoi. Faisant n'importe quoi, de temps en temps ça tombe pas mal, c'est plutôt, oui, à première vue comme ça, c'est pas mal du tout, mais finalement, on fait du neuf. On fait du nouveau. Songez ce que je suis en train de vous dire, c'est que la nature, depuis 900 millions d'années, a mis en place un processus qui fait du neuf à tous les coups. Alors que nous sommes dans un monde qui reconstitue, qui clone, qui fait du pareil, qui fait des séries. La nature, elle est capable de faire des spermatozoïdes sans fin. Ils sont toujours tous différents. Le résultat, c'est que depuis 900 millions d'années qu'on fait des n'importe quoi, on a fait des choses étranges. On a fait à un certain moment, il y a pas mal de centaines de millions d'années, on a fait des poissons qui sont sortis de l'eau parce qu'ils étaient un peu ratés dans l'eau, alors ils sont sortis sur la plage. On a fait des serpents qui ont eu des ailes. C'est idiot pour un serpent d'avoir des ailes. Et puis on a fait surtout des primates dont certains étaient si mal fichus qu'ils sont tombés des branches. C'est nos ancêtres à nous. Et du coup, ils se sont réfugiés dans la savane, comme nous le raconte si joliment Yves Coppens, et puis là, il leur est arrivé des ennuis. À force de faire n'importe quoi, on a fait des petits qui, à l'état fœtal, ont disposé d'un cerveau beaucoup trop gros, hypertrophié. Là où un primate normal met à peu près en place de l'ordre de 6 ou 7 milliards de neurones, les cellules, nous, on en met en place 100 milliards, au moins, peut-être 200. Si bien que ça tient de la place. Ça tient de la place et quand le bébé humain veut naître, il ne peut pas passer. On tombe sur une des erreurs de la nature, la largeur du bassin féminin dans notre espèce. C'est déplorable, mais elles sont vraiment mal faites. Alors, du coup, on a été obligé de faire naître les enfants beaucoup plus tôt qu'il ne le faudrait dans un état de larve dont personne ne voudrait. Et du coup, surtout, le petit homme a été capable, une fois sorti de sa maman, de mettre en place un réseau de connexion dans son cerveau fabuleux. Songez qu'en l'espace de 10-15 ans, jusqu'à la puberté, chacun des neurones, en moyenne, met en place 10 000 connexions. Faisons un peu d'arithmétique. Au départ, j'avais 100 milliards de neurones, chacun a envoyé 10 000 connexions, ça fait 1 million de milliards de connexions que j'ai mis en place jusqu'à ma puberté, ce qui représente un rythme de réalisation de l'ordre de 2 millions par seconde. Regardez des enfants, regardez-les mêmes quand ils n'ont pas l'air d'être actifs, ils sont en train de mettre en place 2 millions de connexions à chaque seconde. 2 millions par seconde, c'est fabuleux. Et c'est pourtant ça la réalité. Si bien qu'on peut présenter l'être humain comme celui qui a gagné la course à la complexité de son cerveau, ce qui nous permet d'avoir des performances intellectuelles fabuleuses. Mais, et c'est là où je vais diverger, où ça devient plus intéressant. Si j'arrêtais mon discours là, ça serait pas mal, oui. Il y a des êtres plus ou moins intelligents. Je fais partie des très intelligents parce que je fais partie de l'espèce humaine. Oui, il y a de quoi être fier, mais un peu orgueilleux. Par contre, il y a des choses tout à fait différentes qui se sont produites. C'est que depuis quelques centaines de milliers d'années, nous avons profité de notre intelligence pour mettre en place des liens les uns avec les autres, pour créer des communications, des mises en commun. Et ce qui s'est passé de plus décisif, qui a tout changé dans l'aventure humaine, c'est la possibilité que nous avons eue à rencontrer l'autre, à lui échanger avec lui des quantités d'informations, ça c'est facile, mais surtout des quantités d'émotions, des quantités d'objectifs, des quantités de projets, d'angoisses, etc. Ce que je suis en profondeur, indépendamment des quelques connaissances que j'ai, ce que je suis, c'est tout un ensemble de réactions personnelles et que je n'arrive pas à mettre en place, jusqu'au jour où je rencontre l'autre. Et grâce à l'autre, à cause de ce lien que je mets en place avec cet autre, je deviens plus supérieur à moi. Ce qui s'est produit dans l'espèce humaine, c'est le coup de chance des mutations qui nous ont donné plus de neurones et de connexions, mais surtout le fait que nous, les êtres humains, nous avons profité de cette intelligence pour mettre en place un langage d'une subtilité fabuleuse. Et par conséquent, ce que je suis, ça n'est pas ce que vous voyez, ça n'est pas un primate qui a ceci, cela, c'est avant tout quelqu'un
qui a été bâti par sa rencontre des autres. Mais voilà, avec l'essentiel de l'espèce humaine, il se trouve qu'elle a été capable de prendre en main sa propre destinée. Ce que je suis devenu, c'est ce que les humains ont créé depuis quelques centaines de milliers d'années. Avec cette définition-là, effectivement, j'ai tout à repenser dans la façon de vivre les uns avec les autres, ou autrement, les uns contre les autres. Or, il se trouve, je rejoins l'introduction, il se trouve que nous passons par une période de l'espèce humaine où tout est en cause, où tout peut rater, tout peut être abîmé. Le suicide est là, tout près. Par conséquent, il faut y penser. Et avec ce suicide nucléaire pratiquement tout près, eh bien, il nous faut réagir en nous disant d'abord, est-ce que ça vaut la peine de sauver l'humanité? Bien sûr, beaucoup d'entre vous pensent qu'en venant ici, j'allais leur parler de sauver la planète. Je ne crois pas qu'il y ait une telle urgence. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas l'abîmer, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de changements trop brutaux, d'accord. Mais ce qui est important, ce qui est merveilleux, ce n'est pas la planète Terre, il y en a d'autres. Ce qui est merveilleux, c'est moi sur cette planète, moi un être humain. Être un être humain, c'est la source de tous les orgueils. Je suis capable d'en rajouter à ce que la nature avait prévu. Grâce à cela, je peux non seulement comprendre ce que le sort actuel de l'humanité, mais comprendre à quel point il dépend de moi. Et me voici avec une définition de l'être humain, qui est un objet comme un autre, qui est un animal comme un autre, qui est un être vivant comme beaucoup d'autres, mais celui-là, il a été capable de penser à l'avenir. Songez combien c'est extraordinaire notre capacité à dire « je ». Je, moi, Albert Jacquard, je. Mais d'où vient ce « je » ? Ce « je » ne vient pas de ma nature. C'est pas mon patrimoine génétique qui m'a appris à penser « je ». Je pense « je » parce que d'autres m'ont dit « tu ». D'autres m'ont regardé, m'ont pris pour quelqu'un et m'ont transformé en une personne. Je suis une personne. Et je suis par conséquent respectable d'un bout à l'autre. Voilà, avec cette définition-là, l'objectif premier dans la situation actuelle de l'humanité, l'objectif premier, c'est de sauver les hommes, de sauver l'humanité. C'est pas de sauver la planète. Bien sûr, au passage, il faut sauver la planète, mais l'essentiel, ce qui motive profondément, c'est le constat que nous pouvons avoir que nous sommes l'espèce la plus fabuleuse. Il me faut regarder tout autre comme une source qui est sans égale pour les autres animaux. Bien sûr, les autres animaux aussi savent se rencontrer, savent se donner des informations. Mais des informations, c'est peu de choses par rapport aux communications. C'est ce qu'on met en commun qui compte, pas ce qu'on met en forme. Si bien que nous pouvons donner comme objectif à l'humanité du XXIe siècle de faire que le suicide que cette humanité vient de préparer depuis un demi-siècle n'ait pas lieu. Il faut donc y penser. C'est pourquoi dans ce bouquin qui vient de vous être montré, j'ai commencé par évoquer ce drame effarant que nous avons mis en place et qui est le suicide nucléaire de l'humanité. Et en cherchant des informations, je suis tombé beaucoup par chance sur un texte qui exprime bien cela et qui n'est jamais lu par personne. C'est un texte de Giscard d'Estaing que j'ignorais complètement. Et ce texte nous montre que la fameuse théorie de la dissuasion, qui nous permettrait, paraît-il, à nous les hommes, d'être à l'abri des armes des autres, cette théorie est nulle. Elle ne peut pas fonctionner. Et que c'est le président Giscard lui-même qui a eu à la vivre, cette tentation-là. C'est le président lui-même qui le dit. Par conséquent, il nous faut comprendre que le premier geste à faire pour un pays comme le nôtre, c'est d'éliminer l'armement nucléaire. Le jour où on n'aura plus de bombes nucléaires, eh bien sûr, on sera à la merci de l'armée suisse ou de l'armée belge, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En fait, la seule solution, c'est une mise au rencard de toutes les armes nucléaires. Et puis on peut continuer et de s'apercevoir que dans de multiples domaines, nous nous trompons complètement. En particulier, et ça c'est évident depuis
depuis 18 mois, en particulier dans le domaine de l'économie. Nous savons que toutes les fonctions de la société passent par des raisonnements des économistes. Et il faut gagner ceci, il faut perdre cela, etc. Mais est-ce que ça a du sens? Quand on essaie de comprendre les théories économiques, on s'aperçoit tout simplement qu'il n'y en a pas qui vaillent quelque chose. Il y a un prix Nobel d'économie, Maurice Allais, français, c'est le seul français prix Nobel d'économie, qui a démontré que la notion de valeur était pratiquement impossible à définir. Et cela se comprend très bien. Quelle est la valeur de ce verre d'eau? Si je suis au milieu du Sahara, ça a beaucoup de valeur. Si c'est dans un endroit comme cette table, ça a moins de valeur. Dire, voilà en quoi est fait ce verre d'eau, voilà ce qu'il contient, ça ne me permet pas de savoir sa valeur. Sa valeur vient du reste, vient d'ailleurs. Et tout est à repenser. On peut continuer comme ceci, repenser toute la théorie de l'évolution, c'est ce que j'ai commencé par faire, en montrant que cette théorie nécessite une révision totale du point de vue de la transmission d'une génération à l'autre. Et puis, on peut continuer et s'apercevoir que si on veut sortir de ce marasme actuel, la seule solution, c'est de préparer les jeunes à prendre en main l'humanité du XXIe siècle. C'est cela qu'il faut faire. Est-ce qu'ils ont envie de continuer comme nous avons fait, en ayant comme seul objectif d'être des gagnants, donc de fabriquer des perdants autour d'eux, ou bien est-ce qu'on essaie de vivre un monde un peu pacifié? Est-ce possible? Il me semble que oui. Ou si ce n'est pas possible, alors tout est vain. Mais pourquoi ça ne serait pas possible d'avoir un monde où on remet en cause les principes essentiels? Par exemple, le principe de cohabitation avec la planète. La planète est ce qu'elle est, elle nous ignore, mais nous pouvons vivre avec elle. Et de quelle façon? Pour l'instant, nous vivons avec elle de façon ridicule, puisque un quart des hommes consomment les 3/4 des richesses. Peut-être qu'ils ont plus produit de richesses, mais de toute façon, c'est inacceptable. Par conséquent, il nous faut comprendre que ça ne peut pas durer indéfiniment. Toute la théorie de l'appropriation des richesses est à revoir. Il suffit de poser la question, parmi les richesses dont nous avons besoin, tout le monde en parle, il y a du pétrole. Ben, ce pétrole, c'est un cadeau que nous fait la Terre. C'est un cadeau de la Terre. À qui est-ce qu'elle le fait? Quand la nature fabrique du pétrole, à qui elle le donne? Elle le donne par ici, par là, n'importe où. Elle ne fait pas de cadeau à quelqu'un. Elle le donne aux hommes, à l'humanité tout entière. Donc il suffit de poser la question, à qui est-ce que la nature fait des cadeaux? La réponse est à tous les hommes. À tous les hommes, y compris ceux de demain. Et toutes les notions d'appropriation du pétrole, du gaz et de l'eau pure sont des questions qu'il faut repenser avec une gouvernance mondiale, bien évidemment, et non pas avec une gouvernance simplement de la France, ou pourquoi pas de Saint-Émilion, ou etc. Il nous faut penser une humanité globale. Et ça, c'est parfaitement possible. Ça a déjà été commencé. Quand on me dit, mais les hommes aiment bien la propriété, vous ne pourrez jamais obtenir d'eux que le pétrole qui jaillit quelque part appartienne à tous. Mais si, on peut très bien l'imaginer. La preuve, c'est que ça s'est fait pour les œuvres d'art. Depuis que l'UNESCO fonctionne, l'UNESCO a fait admettre par tous les États du monde que les biens fabriqués par les hommes, les cathédrales, les temples, les pyramides, tous ces biens-là n'étaient pas appropriables. La cathédrale de Paris n'est pas la propriété des Parisiens ou des Français. Elle est la propriété des hommes du monde entier. Et c'est vrai en permanence pour toutes les richesses humaines. Par conséquent, nous avons accepté de nous défaire de notre propriété des œuvres d'art. Nous avons accepté de dire que la Joconde, bien sûr, elle est à Paris, elle est au Louvre, mais elle n'est pas à nous les Français. Elle est à qui? Elle est aux hommes. Tout ce qui a été fait par les hommes appartient à tous les hommes. Voilà un principe, au fond, tout simple. Et si on ne l'applique pas, on est obligé d'admettre avec plomb que la propriété, ça ne peut rien être d'autre que le vol. Actuellement, nous volons à nos petits-enfants les barils de pétrole que nous consommons. Nous volons à nos petits-enfants toutes les œuvres d'art que nous pourrions abîmer. Eh bien, pourquoi pas changer? Vous sentez bien qu'il
il y a une part d'utopie, mais le mot n'est pas bon. Il y a une part de rêve. Mais pourquoi pas? Il y a une part de rêve, il nous faut faire un rêve. Le rêve de Martin Luther King à propos de la couleur de la peau, mais le rêve de tous les hommes à propos de leur rôle les uns avec les autres. Ce que j'ai à vivre, c'est mes rencontres avec les autres. Ces rencontres, comment est-ce qu'on m'a appris à les mener? On m'a appris à les mener en étant compétitif. Dire à un enfant, sois compétitif, c'est commettre un crime. C'est commettre un crime, car s'il est compétitif, il va être un gagnant. S'il est un gagnant, il sera un fabricant de perdants. Je n'ai pas le droit de fabriquer des perdants. Par conséquent, je reste là à essayer de mettre en place un système éducatif qui permette à chacun de devenir lui-même, mais pas de l'emporter sur les autres. Est-ce possible? Je veux croire que oui. Jean-Marie Pelt nous aurait dit que pour essayer d'aller dans cette direction-là, il faut un peu copier ce que la nature fait. Pour moi, la nature, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas de projet. Tandis que moi, je peux avoir un projet. Moi, parce que je suis un être humain. Je l'ai compris il y a peu de temps. J'étais à Paris en train de participer à une manif. C'était à propos des sans-papiers. Alors, j'étais là à tenir la grande banderole, des papiers pour tous, des papiers pour tous. Et je gueulais comme les petits camarades, des papiers pour tous. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais c'est idiot, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Il faut dire des papiers pour personne, des papiers pour personne. Car je suis un être humain. Une fois que j'ai dit je suis un être humain, j'ai tout dit. Je n'ai pas à rajouter que j'ai tel diplôme ou tel label quelconque. J'ai tout dit. Je suis un être humain, donc je suis une merveille, comme tu es une merveille. Merci. Eh bien, quel moment d'émotion de voir toutes les merveilles que nous sommes les uns et les autres, voilà, se donner mutuellement une standing ovation. Mais un grand merci Albert Jacquard. J'imagine qu'elle a pu être votre surprise entre ma façon d'introduire la conférence et puis la façon dont elle a démarré. Mais comme je vous l'avais dit, vous avez bien vu que Albert Jacquard nous fait profiter vraiment de sa connaissance très précise de la génétique et comment il y place la rencontre dès le départ pour nous amener ensuite à toute une lecture de l'évolution du monde, de la société et finalement de la rencontre, et pour prôner une humanité pacifiée à travers les rencontres que nous devons faire de façon équitable, respectueuse, admirative les uns des autres. Et effectivement, notre monde est tout de même assez loin de ça. Alors Albert Jacquard nous a invités à faire un rêve. Espérons que nous partions tous avec ce rêve et puis qu'on essaie d'en faire quelque chose, puisqu'en fait vous nous renvoyez, Albert Jacquard, véritablement à notre responsabilité à tous pour faire que cette planète soit un lieu de rencontre où la rencontre soit la valeur à la place du CAC 40 et que cette rencontre qui nous enrichit tous fasse que notre humanité s'enrichisse.
Alors maintenant, j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des questions à poser à Albert Jacquard. Donc je pense que des micros vont circuler. Oui, voilà, je les vois ici. Donc si certains veulent lever la main pour signaler qu'ils souhaitent prendre le micro. Bien souvent, la première question ne vient pas, mais elle est toute prête. J'ai la réponse. Bien souvent, on me fait remarquer que, surtout des jeunes, que je dois être contre le sport, puisque je suis contre la compétition. Pas du tout. Pas du tout. Simplement, je mets le sport sous une marque qui est une forme de slogan. Vive le sport, à bas le score. L'important dans le sport, c'est pas d'arriver premier, c'est d'avoir fait le maximum de ce qu'on était capable de faire. J'ai bien couru, j'ai bien sauté, etc. Et je pourrais quand même sauter mieux, sauter plus haut. Et du coup, c'est toute l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'autre qui a changé. Je cours, tu cours plus vite que moi, eh bien tant mieux, tu vas m'aider à courir plus vite que moi. Et la dernière fois que j'ai essayé de développer cette idée, c'était à France Inter, dans un studio, et et je proposais de supprimer les podiums aux Jeux Olympiques. Regardez les Jeux Olympiques, le premier, deuxième, troisième sont tout heureux, et le quatrième pleure. Les pleurs des quatrièmes sont la preuve qu'il y a quelque chose qui colle pas. Et le premier qui m'a applaudi, ça a été David Douillet. David Douillet qui était entièrement d'accord. Je lui ai dit, mais vous êtes monté jusqu'en haut du podium. Oui, mais j'ai compris maintenant. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est aider les autres à faire du meilleur judo, éventuellement que moi. Alors j'ai fait mon maximum. Mais il ne s'agit pas de prôner la médiocrité. Il s'agit de supprimer la notion de palmarès. Je ne suis pas meilleur que l'autre, je suis différent. Et il suffit d'y réfléchir du point de vue de la logique. Il faut extirper la notion de palmarès de tout, y compris, tant pis pour ceux qui préparent le bac, y compris dans les copies qu'on remet au lycée. Voilà une copie. Moi, prof, j'ai à donner une note. Et alors je regarde, est-ce que les idées sont bonnes, est-ce que les informations sont justes, etc. J'ai comme ça une quinzaine de critères. Comment voulez-vous que je remplace 15 ou 20 critères par un seul nombre? C'est pas possible. Dire d'une copie qu'elle vaut 15, c'est commettre un acte hautement stupide. Ça ne peut pas être intelligent. Ça ne peut être... Par conséquent, il nous faut... Il ne s'agit pas de dire tout le monde est bon. Il s'agit d'engueuler ceux qui n'ont pas bien travaillé, bien sûr. C'est pas du tout un laïus en faveur de la paresse, mais de dire ce que tu as fait, c'est pas déjà pas mal, mais tu peux faire mieux, tu dois faire mieux, non pas que le petit camarade, mais mieux que toi. Mieux que toi, tu dois progresser. C'est complètement différent. Eh bien, ça commence à venir, que ce soit au Québec, au Luxembourg ou ailleurs, on commence à faire des écoles où il n'y a pas de notes. Une copie ne vaut pas 15, ne vaut pas 8. Ça n'a pas de sens. Et même dès qu'on voit le mot valeur, si on en croit l'économiste que j'évoquais tout à l'heure, bien, dès qu'on met le mot valeur à propos de l'enseignement, on est en train de commettre un contresens. Ça n'a pas de valeur en soi. Donc, une société sans palmarès, c'est parfaitement possible. Pourquoi ne pas le multiplier ? Alors moi j'ai quand même une question à vous poser, Albert Jacquard, avant qu'on aille plus loin. C'est que vous dites que vous êtes une merveille en tant qu'être humain et donc à l'égal de tout un chacun qui est aussi une merveille. Mais il y a quand même aussi des salauds. Mais il y en a des salauds, mais chacun d'entre nous a le droit de découvrir en lui le salaud qui sommeille. Bien sûr, forcément. Vous savez, il faut relire Mr. Hyde et Dr. je ne sais plus comment, ouais. Jackson. Il faut relire ça, parce que, bien sûr, il y a des salauds. Mais je n'ai pas à prétendre, moi, je suis le chevalier blanc et les autres sont les salauds. Non, je suis aussi moitié-moitié partagé, etc. Mais il s'agit de vivre ensemble. Au moins, on pourrait proposer certaines règles pour vivre ensemble.
non pas avoir comme objectif de dépasser l'autre, mais de se dépasser soi. J'ai eu la bonne surprise récemment, faisant un livre avec une jeune femme qui est musulmane et qui est profondément musulmane. Je l'avais un petit peu, j'avais dit mon désaccord sur la notion de djihad. Le djihad. Je dis, vous les musulmans, vous préconisez le djihad, alors vous allez partir en guerre contre tous les gens qui ne sont pas musulmans. Pas du tout, m'a-t-elle dit. C'est pas ça du tout. Dans le vrai djihad, c'est la lutte contre soi-même pour s'améliorer, et non pas la lutte contre les autres. Quand on prépare son pèlerinage à la Mecque, on doit lutter contre soi-même. C'est ça le vrai djihad. Dans ce cas-là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle disait. Mais, vous voyez, on imagine comme une évidence que du moment qu'on se bat, c'est contre un autre. On peut se battre aussi contre soi. Et c'est une bagarre bien plus difficile. Et c'est celle-là qu'on devrait pratiquer à l'école. C'est pourquoi c'est à l'école où tout va se jouer. Tout se joue là. Et il faut dire au ministre de l'Éducation nationale d'écrire sur toutes les écoles, ici on enseigne l'art de la rencontre. Je vais à l'école non pas pour devenir le meilleur en maths, mais pour être meilleur en maths que moi-même. C'est tout à fait différent. Peu à peu on y arrivera. Et de faire changer d'objectif chez les enfants. Alors sur ce beau programme, on va écouter les questions de la salle. Excusez-moi, monsieur, mais vous parlez des chiffres. Est-ce que, moi, j'ai pensé l'autre jour, est-ce que les chiffres, c'est pas un problème dans notre société? Quand vous parlez des chiffres de la note en classe, est-ce que c'est pas un problème en général, le chiffre? En économie, en histoire. C'est pas un problème dans la société. Oh, alors, vous n'imaginez pas à quel point vous me faites plaisir, parce que, au fond, vous tombez pile sur un des domaines où les mathématiciens viennent de faire des progrès. Il y a un certain mathématicien qui s'appelle John von Neumann, qui vivait au XXe siècle, qui est mort maintenant, et John von Neumann disait aux gens autour de lui, vous savez compter? Oui, monsieur, bien sûr. Ben, détrompez-vous, vous ne savez pas compter. Je vais vous apprendre à compter. Vous oubliez tout. Oubliez tout et je vais vous apprendre. Pour cela, je mets devant vous deux tas. Un tas, c'est des grenouilles. Et l'autre tas, c'est des escargots. Et je vous pose la question, faites-vous une différence entre ces deux tas? Oui, monsieur, les grenouilles, c'est pas comme les escargots. D'accord. Et puis, il enlève quelques grenouilles, il enlève quelques escargots. Faites-vous une différence entre ces deux tas? Oui, monsieur, oui, monsieur. Et il vient un moment où il a enlevé toutes les grenouilles et tous les escargots. Alors là, réfléchissez bien. Est-ce que vous faites une différence entre un tas de grenouilles où il n'y a pas de grenouilles et un tas d'escargots où il n'y a pas d'escargots? Ce qui est bien, c'est que ça fait rire, mais en plus, c'est très profond. Alors vous répondez non, je ne fais pas de différence. Mais bravo, vous répond von Neumann. Vous venez d'inventer les deux premiers nombres, le 0 et le 1. Le plus petit nombre, ce n'est pas 1, c'est 0. C'est 0 qui est le nombre qui va tout faire démarrer. Et du coup, 0, c'est le cardinal des ensembles vides. On vient de voir des ensembles vides. Le vide d'escargot, vide de grenouille. Mais en même temps, on peut se dire que le vide des grenouilles et le vide d'escargot étaient le même. Donc il n'y a qu'un vide, c'est toujours le même. Donc ça nous donne la notion du 1. Le 1, c'est le cardinal du 0. C'est pas mal. Et regardez comme ça peut avoir une conclusion théologique. Un théologien vous dit, il est monothéiste, il vous dit il n'y a qu'un Dieu. Mais que veut dire 1? Ben 1, c'est le cardinal de 0, et 0 Dieu, ça veut dire l'athéisme. Autrement dit, vous passez de l'athéisme, où il y a 0 Dieu, au monothéisme, où il y en a un, de façon continue. C'est pas mal de mettre les mathématiques au service de la théologie. Y a-t-il une autre question? Ah, tout simplement. On va faire un cours de maths. Bon, je compte. 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 1 milliard. Quand est-ce que ça s'arrête? Jamais. Il y en a toujours plus loin. Donc tout nombre a un successeur, comme on dit. Par conséquent, ça ne s'arrête pas, c'est infini. Et puis, on pouvait se dire, jusqu'à il y a un peu plus d'un siècle, un certain Cantor nous a détrompés, on pouvait se dire que, quelle que soit la richesse d'une collection, eh bien, on pourrait toujours donner un nombre en face.
C'est-à-dire qu'on pourrait numéroter tous les éléments d'un ensemble quelconque. Jusqu'au jour où on s'est aperçu, au début du XXe siècle, qu'il y a des ensembles tellement riches qu'on ne peut pas les décompter. Ce sont des ensembles qui font partie d'eux-mêmes. Et pour cela, ça m'oblige à raconter une histoire de Bertrand Russell, qui dit « J'ai une bibliothèque où il y a beaucoup de livres. J'en ai fait le catalogue. Le catalogue, c'est un livre dans lequel j'ai mis le catalogue. Ou peut-être, je n'ai pas mis le catalogue. Donc il y a deux espèces de catalogues des bibliothèques. Ceux dans lesquels on met qu'il y a un catalogue et ceux dans lesquels on ne met pas de catalogue. Deux ensembles de catalogues, ceux qui se contiennent et ceux qui ne se contiennent pas. Et à ce moment-là, il va faire le tour de tous les catalogues de tous ses camarades. Et il fait le catalogue des catalogues qui ne contiennent pas le catalogue. Appartient-il à la catégorie des catalogues qui se contiennent, auquel cas il est dedans? Et comme il est dedans, ça prouve qu'il n'y a pas, puisque c'est la liste de ceux qui n'y sont pas. Et réciproquement. Alors, on est en plein devant le problème de l'infini. L'infini ne permet pas de numéroter n'importe quoi. Il y a des infinis de plus en plus grands. Et le nommé Cantor, un Allemand, début du XXe siècle, avait donné des noms différents aux différents infinis. Aleph0, Aleph1, etc. Et il s'est posé la question, y a-t-il des infinis plus grands que les infinis des nombres et plus petits que les infinis des nombres réels? Il n'a pas trouvé de réponse et il est mort sans savoir s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas. Et depuis qu'il est mort, on a démontré qu'on ne pourrait jamais démontrer qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. C'est magnifique, c'est indécidable. Et là, vous allez le comprendre plus facilement qu'avec l'infini. Les nombres pairs, vous savez tout ce que c'est. 2, 4, 6, 8. Les nombres premiers, en gros, ça vous rappelle quelque chose, hein? 3, 7, bon. Si je vous dis une phrase quelconque à propos des nombres pairs et des nombres premiers, par exemple, 3 plus 3 égale 6, vous dites c'est vrai. 3 plus 3 égale 7, c'est faux. Et vous avez l'impression, à la fin de mon discours, que chaque fois que je dis une phrase avec les mots de l'arithmétique, ou c'est vrai ou c'est faux. Il y a deux catégories de phrases, ceux qui sont vrais, ceux qui sont fausses. Eh bien, c'est faux. Car si je vous dis tout nombre pair peut être décomposé en la somme de deux nombres premiers, vous vous dites, tiens, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous essayez avec 100, 100 c'est 47 plus 53, ils sont premiers. 1000 c'est je sais pas quoi plus un autre, etc. Ça marche à tous les coups. Un Allemand, Goldbach, s'en est aperçu il y a 2 siècles et demi. Il a écrit au plus grand matheux de l'époque en lui disant, est-ce que c'est vrai ou pas ma découverte? Réponse de l'air, je crois que ça semble vrai, mais je n'ai pas la preuve. Et depuis 2 siècles et demi, on en est toujours là. Sauf que certains mathématiciens sont en train d'essayer de démontrer qu'on ne pourra jamais démontrer que c'est vrai ou que c'est faux. Et le jour où ils l'auront démontré, on aura la preuve qu'il y a des phrases qui ont du sens et qui ne sont ni vraies ni fausses. Et si ce soir vous vous endormez à côté de quelqu'un, plutôt que de penser à autre chose, pensez à mes nombres pairs et mes nombres premiers. Et l'un d'entre vous dira, je crois que la conjecture de Goldbach est juste. Vous dites, mais non, c'est forcément faux. Ne vous battez pas, c'est indémontrable. Autrement dit, vous allez repartir avec un concept formidable, le concept d'indécidabilité. Il y a des phrases qui ont du sens et qui pourtant ne sont ni vraies ni fausses. C'est une richesse, ça. Ce qui est vrai, ben c'est vrai, on n'en parle plus. Ce qui est faux, on n'en parle plus. Mais ce qui est ni vrai ni faux, et qu'on puisse démontrer que ce n'est ni vrai ni faux, ça commence à être beau. C'est pourquoi les mathématiques sont un jeu qui plaît beaucoup aux plus jeunes. J'aperçois une main levée par ici, là-bas. On fait passer le micro. Comme je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants, je me lance, je me risque, parce que je ne voudrais pas laisser passer l'occasion de parler avec Albert Jacquard. Moi, je suis nul en maths, et j'avoue, ces jeux mathématiques, ça me dépasse. Par contre, je crains un peu les jeux mathématiques au niveau économique.
Et je voudrais que vous précisiez un peu ce que vous avez dit par rapport à l'homme, c'est l'homme qui m'intéresse, c'est pas la planète. Je sais bien que c'est une façon de parler, parce que l'homme ne peut pas exister sans la planète. Je voudrais que vous alliez un peu plus loin dans la défense des conditions de la vie sur la planète, et en particulier la vie de l'homme. Et ça, je crois qu'on est quand même très en retard sur ce sujet. Merci d'apporter plus de précision. Oui, il est bien évident qu'en 3 quarts d'heure, comme à l'instant, on ne peut pas entrer avec beaucoup de nuances dans des problèmes. Donc j'ai été un peu rapide en négligeant la planète. C'est un peu par réaction. J'en ai un peu marre qu'on me dise qu'il faut sauver la planète. La planète, elle se sauvera toute seule, parce que même si elle est un petit peu plus sèche, un peu plus humide, elle s'en fout. Par contre, ce qui me semble essentiel, ce qui dépend de moi, c'est l'avenir de l'humanité. Mais au passage, ça ne sert à rien de sauver l'humanité si la planète devient incapable de cohabiter avec nous. Donc vous avez raison, il faut insister sur le fait que cette planète est fragile. On l'a vu avec la couche d'ozone, on peut le voir dans de nombreux domaines, donc n'oublions pas qu'elle est fragile. Mais en tant que grand-père, je pense surtout à la fragilité de mes petits-enfants, plus qu'à la fragilité de la couche d'ozone. Ce que Albert Jacquard explique très bien dans son livre, c'est qu'effectivement, ce qui est gravement menacé actuellement, ce sont les conditions de vie de l'homme sur la planète. Et c'est ça, effectivement, qui est grave. La planète peut très bien vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre dans n'importe quelles conditions sur la planète, et l'humanité est menacée. Voilà, donc quand il vous dit « la planète ne m'intéresse pas, c'est l'humanité », évidemment que ça passe par une protection et une défense et une sauvegarde des conditions de vie possibles pour l'humanité sur la planète. Merci. Je vois une main levée ici. Là. Bonjour Monsieur Jacquard. Moi, je voudrais revenir sur la compétition. Je reconnais qu'il y a un côté néfaste à la compétition entre les hommes, mais d'un autre côté, comment se mesurer aux autres, comment se dépasser soi-même sans se mesurer quelque part aux autres? Alors, la dame revient sur l'idée de compétition que vous rejetez et en disant comment se dépasser soi-même sans se mesurer aux autres. Ben, c'est à ça que me servent les autres. Je suis content de sauter 1m15 et comme les autres sautent tous 1m30, 1m40, je me dis je pourrais faire mieux. Ça me sert de point de comparaison. Tout à fait. Mais quand il n'y a pas de notes, par exemple, comment peut-on se mesurer aux autres? En classe, hein, je parle quand il n'y a pas de notes, quand il n'y a pas de compétition quelque part, comment se mesurer aux autres, comment se dépasser soi-même sans savoir où en sont les autres. Enfin, je vois difficilement. Bon, j'ai un ami qui a été une des victimes de la thalidomide, qui est né sans bras ni jambes. Il est maintenant champion de basket. Il tient le ballon comme il peut avec ses moignons, etc. Et il est en petite voiture. Et il m'a dit un jour, j'ai décidé d'être heureux. Je parle de lui dans mon bouquin, parce que il est content de gagner un match, mais il est content d'y avoir participé dans des conditions très particulières. Par conséquent, il ne dira pas c'est moi le meilleur joueur de basket, sûrement pas, ça n'a pas de sens. Ce que je voudrais faire passer comme idée, c'est que tout palmarès est dépourvu de sens. Créer des barrières, créer des échelles, finalement, c'est trahir la réalité. Je ne suis pas le meilleur des généticiens, évidemment pas, ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'une vision globale pour chacun de nous. Mais je crois que c'est l'idée même de l'emporter sur l'autre qui est mauvaise. J'ai essayé de faire mieux que moi-même. Et je me sers des autres comme point de repère, pour me dire, j'ai encore de la marge. Je vous avais bien parlé de révolution, hein. On est bien dans un inversement des valeurs, puisque effectivement notre monde marche toujours sur la compétition. Et c'est vrai qu'on a du mal, en vous écoutant, à se dire mais c'est possible, comment progresser si c'est pas par rapport à l'autre. Et pourtant vous, c'est vraiment par rapport à soi-même que vous invitez toujours à progresser. C'est pourquoi j'aime bien raconter mon histoire de mon arrière-grand-père d'il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, il est
plus probable que mon ancêtre à moi, il faisait partie de ceux qui allaient peindre au fond de la grotte, plutôt que de ceux qui partaient tôt le matin à la chasse. Mais chacun avait raison comme il le voulait. Donc, ce qu'il faut, c'est casser cette idée permanente du palmarès. Quel est le meilleur? C'est pourquoi je lutte contre les concours. Car un concours consiste à se fier à un palmarès avec le premier, le deuxième, le 300e. Ça n'a aucun sens. Ça change de définition à chaque fois. Donc il faut le dire et le redire. Et c'est un des passages de mon livre qui me vaut le plus de réactions déplaisantes, c'est que j'ai osé dire du mal du fait que les polytechniciens marchent au pas tous les 14 juillet. Je crois que c'est un mauvais signe de marcher au pas quand on a 20 ans. Et... J'aperçois une main levée. Ah oui, pardon. Tout d'abord, merci, Monsieur Jacquard. Mais je ne peux pas partir sans vous poser cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que notre humanité à l'heure actuelle, qui vous est si chère, pour la sauvegarder, il faut agir sur ce déséquilibre complet entre la matière et le manque de spiritualité. Malraux n'a-t-il pas dit le XXIe siècle sera spiritualiste ou ne sera pas? Il a bien dit spiritualiste et non pas religieux comme on l'entend quelquefois. Et est-ce que ne pensez-vous pas que notre action à chacun, c'est d'équilibrer entre cette phobie de la matière et la spiritualité? Merci. Je ne voudrais pas opposer la matière et l'esprit. Ce qu'il y a, c'est que nous, les hommes, nous sommes faits de matière, nous sommes faits de protons, de neutrons, etc. Et que nous avons été capables de nous transformer en des personnes. Ce que la nature fabrique avec Albert Jacquard et un patrimoine génétique moitié-moitié, c'est un individu qui fonctionne avec tout ce qu'on peut imaginer comme bon ou mauvais mécanisme. Et puis il se trouve que cet individu, cet objet, a été transformé en une personne, en quelqu'un qui est capable de dire « je », comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Dire « je » est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est peut-être là qu'est l'origine de la pensée. Je propose volontiers de dire « je pense car tu es ». Ça transforme un petit peu la pensée de Descartes, mais si je suis capable de penser, c'est que j'ai été face à l'autre et que quelque chose s'est échangé. Ce quelque chose, c'est pas un cadeau sous forme de pierre précieuse, c'est un cadeau sous forme de réflexion que je n'aurais jamais eue si je n'avais pas rencontré l'autre. C'est la compréhension que l'autre m'a fait dans ce que j'ai de plus intime, de plus indescriptible, qui fait que je suis, comme vous le disiez, un esprit. Oui, la spiritualité, on en a besoin, mais ça sert, il me semble, chez l'être humain, par la complexité des rencontres. Des rencontres, pourquoi faire? Pour devenir plus que soi-même. Pourquoi pas? Mais on en a besoin, et ce sera sans fin la construction d'une humanité de personnes à partir du don qui a été fait par la nature, d'une humanité d'individus. On peut tout décrire de moi, du fonctionnement des protéines, etc. Et puis, il restera le moi qui n'existe que par les tu et les je qui les changent. Avec cette définition-là, on peut employer le mot spirituel, on peut ne pas l'employer, mais vous avez bien senti que l'important n'est pas dans les objets, mais dans les relations entre ces objets. C'est sans doute ce qui a été un des apports de la pensée scientifique au XXe siècle, les raisonnements de gens comme Prigogine, qui a eu le prix Nobel à ce propos-là, qui nous montrent que la complexité génère de l'inconnu. Et quand je ramène ça à la procréation, c'est volontiers pour rendre hommage à Prigogine. Oui, nous sommes capables de compréhension avec l'autre. Ce qui se passe quand l'autre est ému et que je suis ému.
Lorsque nous sommes tous les deux en face du plafond de la Sixtine et qu'on regarde ça, c'est formidable. Nous nous faisons nous-mêmes. C'est pourquoi l'art joue un rôle essentiel. C'est à travers l'art qu'on est capable de percevoir en soi ce qu'on n'y avait jamais encore découvert. C'est là où des gens comme Mozart, comme Michel-Ange nous apportent quelque chose. J'ai un tout petit peu côtoyé Yehudi Menuhin, ce violoniste. Yehudi Menuhin, un jour, a joué devant Einstein, qui, à la sortie, a dit « Maintenant, je sais que Dieu existe ». Dieu existe, qu'est-ce que ça voulait dire dans la bouche d'Einstein? Ça veut dire qu'il y a en moi, Albert Einstein, des choses qui n'y étaient pas encore, qui m'ont été apportées par Mozart, qui m'ont été apportées par Yehudi Menuhin, qui m'ont été apportées par l'instrument, par la rencontre. Tout l'essentiel est dans la rencontre. Merci. Alors on va prendre une toute dernière question parce que je vois que la dame est debout avec son micro et qu'elle est très désireuse de la poser. Et ensuite nous clôturerons la séance. Je vous écoute. Voilà, je voulais savoir ce que vous inspirez aujourd'hui l'explosion démographique, puisque nous parlons de préservation de l'humanité. Donc nous savons qu'il y a 2000 ans, nous étions 250 millions d'individus sur Terre. Il y a 100 ans, nous étions 1 milliard de bipèdes. Et actuellement, la population a été multipliée par 7 en 100 ans. Est-ce que vous pensez que nos sociétés démocratiques devront se poser le problème un jour de réguler la démographie ? Et comme vous êtes bien sûr le représentant de l'éthique, donc là je touche un petit peu un domaine qui n'est pas très moral, pas très politiquement correct, donc je voudrais savoir ce que ça vous inspirait. Alors c'est un chapitre de mon bouquin, je suis comme tous les bons auteurs, la réponse est dans mes livres évidemment. Mais sérieusement, à la fin du XXe siècle, on a eu très peur de l'explosion démographique lorsque la population augmentait trop vite. C'était le doublement tous les 40 ans. Maintenant, ça s'est spontanément amélioré. Et actuellement, la plupart des pays qui étaient responsables de cette explosion démographique ont moins d'enfants. Même un pays comme l'Iran, où il y avait il y a un siècle 6 enfants par femme, est tombé à 2, quelque chose. Par conséquent, actuellement, les démographes sont rassurés. On admet que d'ici le milieu du siècle, du 21e, on aura 8 milliards d'hommes, et avant la fin du siècle, entre 8 et 9. Et que ça s'arrêterait là, en tout cas pour un temps. Donc pour l'instant, on admet que le problème est posé. Comment vivre sur cette petite planète à 8 ou 9 milliards? C'est parfaitement possible, mais certainement pas avec les méthodes que nous avons mises en évidence depuis quelques semestres. Donc, ça n'est pas de la faute à une fécondité trop importante, c'est parce que nous vivons dans une société qui est indéfendable. Quand il suffit de constater que quelques centaines d'hommes les plus riches possèdent autant de richesses que 1 milliard des plus pauvres. Ça ne peut pas durer. Et ça ne peut aboutir qu'à un clash. Ce clash, il vaut mieux le prévenir qu'attendre qu'il se déclenche tout seul. Ça risque d'être pour dans peu de temps et il faut y être prêt. Il faut y être prêt. Le monde va changer, tant mieux. Alors on va remercier cette merveille humaine qu'est Albert Jacquard. Et merci à vous tous et bonne suite de festival.